On arrête tout, on est là pour le plaisir, du beau, du bizarre, du dark, mais toujours une bonne histoire. Salut les geekounious, on est reparti pour une semaine de lecture et de visionnage. C'est le principe de supplément de chill, avec toujours la mention spéciale et le coup de cœur à la fin, donc restez jusqu'au bout, et on va commencer avec Krakenmar de Izu et Agane aux éditions Pika. Le premier tome est sorti le 21 janvier 2026. C'est un manga écrit par un Français et dessiné par un Italien, mais c'est bien prépublié au Japon, dans Afternoon, par la Kodansha, et c'est assez fou pour le noter. Avant de vous faire un résumé, un mot sur les auteurs. Izu, c'est Guillaume d'Horizon, qui a déjà fait quelques mangas, mais que je connaissais plus par la télé, puisque c'est lui qui présentait Hard Looters et Japon Investigation sur G1, et j'ai vérifié, c'est bien le frère de Xavier d'Horizon, qui lui était derrière le Château des Animaux, qu'on avait beaucoup aimé ici. Une belle fratrie donc. Et Agane, pseudo de Massimo Dalloglio, déjà passé par la BD manga en France, et là il signe sa première série longue avec ce titre. On notera que c'est un mix qui marche, le franco-italien dans le manga. Rappelez-vous Onera la semaine dernière, c'était pareil. Donc, Krakenmar, qui assume son côté Dune, caste des métabarons, mais qui a aussi un côté Lovecraft, j'y reviendrai peut-être, c'est l'histoire de Eden, qui est dans un vaisseau de contrebande et s'apprête à faire sa première mission de forage. Il ne fore pas n'importe quoi, un truc relativement facile à faire, je sais pas pourquoi ils en font toute une montagne, c'est juste un trou noir. Et tout ça pour choper une sorte de liquide, l'éther noir, qui visiblement est un super carburant, et même un petit peu plus, puisque Lance Armstrong en aurait bien pris pour gagner encore plus de médailles. Alors, avec les Scavengers, notre martienne va s'atteler à la périlleuse mission, mais il y a deux choses qui peuvent lui mettre des métabâtons dans les roues. Premièrement, l'église de la résurrection, qui n'est pas forcément pour déranger les mignons petits animaux qui vivent dans les trous noirs. Et deuxièmement, les Kraken, qui sommeillent donc au sein des trous noirs et sont si choupinouilles. C'est des petits doudous trop mims, des sortes de calamars pieuvres géants, mi-Cthulhu, mi-Kraken, et ils ont déjà détruit notre civilisation 1000 ans plus tôt. C'est franchement assez cool à lire et à regarder, surtout quand Agane arrive à nous offrir des doubles pages assez dingues, mettant en scène nos petits Kraken qui ont tout d'un monstre cosmique, d'où le côté Lovecraft que je mentionnais. Ils sont gigantesques, démesurés même, et le vaisseau qui paraissait déjà balèze ne semble plus qu'être un ridicule petit grain de sable. Un ridicule petit bout de gruyère. On commence le manga dans ce contexte, mais très vite on repart sur des terres plus classiques, bien que le gigantisme fasse aussi partie du quotidien. Il y a des plaines, mais aussi des villes martiennes avec des sortes d'amas d'habitations immenses et des intérieurs de monuments qui sont tout aussi grands. En gros, l'humain semble vraiment être un microbe dans son propre monde, et ça, c'est très stylé, très bien fait, et c'est en grande partie ce qui m'a plu. Les dessins sont donc réussis sur le côté immersif, mais aussi sur la partie action. On a des beaux combats, assez vifs, avec des moments violents, sans aller dans le gore ou le ridicule, même si les corps peuvent être déformés. Et j'aime bien le côté crayon un peu incisif, parfois épais, ça donne une patte particulière, que j'apprécie également. Sur le scénar, c'est vraiment pas mal, même si, comme je l'ai déjà dit, on a des grosses influences qu'on ressent clairement. C'est pas pour ça qu'on n'y prend pas du plaisir. C'est du space opéra bien ficelé. Dune, c'est évident, c'est écrit sur la 4e de couve même, aussi bien visuellement d'ailleurs que sur les membres de l'église, le côté immense, l'atmosphère, les fringues et accessoires, mais aussi sur les enjeux et le côté politique, qui je pense devrait prendre un petit peu plus de place dans les événements à venir. Je veux pas spoiler, donc je vais rester vague, mais dans le récit, on a affaire à une sorte d'agent double. On sait pas trop de quel côté est le personnage, et on veut clairement en apprendre plus, donc on va suivre ça avec attention. J'ai cru comprendre qu'on devrait avoir un tome par trimestre, mais pour les impatients, on peut déjà lire les chapitres suivants sur des sites de e-librairie, évidemment directement sur le site de pika.fr, et je crois à la Fnac, Rakuten, etc., etc. On reste chez Pika avec le 2e tome de Servin, lui aussi sorti le 21 janvier. J'avais adoré le premier tome du manga de Hamada Kosuke, alors ça donne quoi? La suite. Servin, roi déchu de son trône, voyage pour reconquérir ce qu'il a perdu, avec sa fille, Arsinoé, qui, elle, n'a plus de souvenir de son papa. Ils étaient arrivés dans une ville bien libre, dirons-nous, avec des zizis et des tétés, tout ça, et un loup-garou usurpateur, Gorfel,
qui voulait profiter de Minelfa, une demoiselle un petit peu badass, qui était prête à tout pour quitter cette cité un tantinet perverse. Bon, le tome 2 s'ouvre sur un combat entre notre roi et le petit loup grincheux, bien que Servin ait été affaibli par ses précédents affrontements, mais ça va pas durer longtemps puisqu'une horde de monstres va s'abattre sur le territoire, lancé par l'ignoble archevêque Samael. On commence donc par de la bagarre, mais la seconde moitié est plus tranquille, avec quelques rétrospectives, des jolis moments entre filles amnésiques et papa mutique, et de nouvelles rencontres qui vont aider notre cher souverain sans couronne à devenir plus puissant. Arsinoé se révèle également, et ça risque d'être assez costaud ce qui va venir. C'est toujours aussi cool à lire, un peu moins surprenant que le premier tome, mais ça va à peu près là où on souhaitait que ça aille. Il y a de belles pages avec des monstres bien ignobles, immenses et dangereux à souhait, qui sont envoyés par ce fameux Samael, qui lui aussi a une tête à faire froid dans le dos. Il ressemble un peu à un prêtre possédé par le démon qui se serait reproduit avec la fille du film L'Exorciste. Voilà, il est clairement horrible. Les pages avec Minelfa sont plus simplistes, mais ça nous fait respirer un peu, donc pourquoi pas. Et je trouve que le côté mélancolique passe à côté de l'essentiel pour le moment. C'est peut-être pas encore assez clair tout en disant un petit peu trop, ce qui est souvent le cas dans la Dark Fantasy. Attention, ça reste excellent, hein. Ça nous donne quelques indications nécessaires pour avancer, et je me vois bien suivre la série jusqu'au bout, parce que c'est trop rare ce genre de récit très généreux, aussi bien visuellement que dans son histoire. Et vu la trame que la fin du tome prend, il y a de grandes chances pour que le prochain soit épique. J'ai vu qu'il devrait paraître le 1er avril, je suis chaud. Et ma dernière lecture de la semaine, où il n'y en a pas eu beaucoup, que du manga, mais que de la qualité, c'est Ashes, je le prononce en anglais parce que ça me semble être le plus naturel, mais c'est un manga français de Stéphanie Le Chevalier, paru chez Ankama. On a déjà 2 tomes, le dernier date du 23 janvier, c'est donc tout récent aussi, et j'ai lu les 2 coup sur coup. Dans ce manga, on se retrouve dans une ville, celle de Jacsin, qui est un cendrier géant, en gros, depuis qu'une usine a explosé il y a de nombreuses lunes. Petit problème, vivre dans la cendre, c'est pas recommandé par Michel Simès, ni par les autorités sanitaires, ni par personne en fait. Donc vous imaginez bien le calvaire de la population. Et d'ailleurs, certaines critiques le soulignent, derrière la cendre, il y a une vraie lecture dystopique, très sociale, avec des inégalités bien crades. Et oui, beaucoup tombent malades, forcément, et dans un monde comme celui-ci, où ce qu'on doit combattre ce sont des résidus de charbon, eh bien il y a des équipes de ramoneurs qui sont là pour sécuriser chaque secteur. Alors vous allez me dire, bah oui mais ils ont qu'à déménager, hein, sont trop bêtes là dans ton histoire wesh. Bah non, hein, ils peuvent pas, la ville elle est encerclée par des murs, et même passer d'un secteur à un autre, c'est interdit. Donc non, il n'y a pas de wesh, ils peuvent pas déménager, hein. Et donc là-dedans, il y a un petit gars du nom de Ben, apprenti ramoneur, qui va se retrouver face à face avec une grosse bébête bien féroce, faite de cendres, et cette attaque va déclencher chez lui l'envie d'en savoir plus sur ces monstres, mais aussi sur des personnes bien mystérieusement mystérieuses que sont les manteaux noirs. Heureusement dans son aventure, il va embarquer Moni, sa coéquipière, qui n'a pas froid aux yeux. Est-ce que ça existe des pulls d'yeux pour quand t'as froid aux yeux? Il y a peut-être un marché à prendre, mais c'est pas la discussion. Donc Moni et Aurine, leur aîné qui va jouer un peu le rôle de chaperon. Franchement, c'est assez dingue, le postulat est quand même plutôt original, même si on retrouve des éléments qui peuvent faire penser à l'attaque des titans, comme la ville emmurée ou les déplacements de toit en toit avec des grappins, mais ça s'arrête ici la comparaison, et tout le reste est ultra rafraîchissant. Bizarre à dire pour une histoire qui se passe sous la cendre perpétuelle de cette ville. Les personnages sont tous cool, avec leurs backgrounds respectifs, on a envie d'en claquer un ou deux, mais justement c'est très bien, et c'est pas tout lisse. Même le héros, parfois, on a envie de le secouer, mais c'est un gosse, il agit comme un gosse, dans un contexte hyper anxiogène et nocif, donc on ne lui en veut jamais, au contraire, et on comprend même sa relation conflictuelle avec son papounet. Et c'est pas le seul qui va avoir une opposition avec l'autorité paternelle, mais je ne vais pas en dire plus. Il y a de l'action, assez vite même, mais les relations sont bien installées et fluides aussi, et pour un premier manga, il me semble, je trouve ça vraiment incroyable. Déjà parce qu'on voit une vraie patte dans les dessins de Stéphanie, Steph, qui, dès le départ, semble avoir trouvé son style. À aucun moment je me dis « Tiens, elle se cherche, c'est un peu immature ». Non, là c'est son style, c'est propre, c'est plein de détails, pas facile de dessiner la cendre, qui est vraiment
omniprésente, surtout dans des moments extérieurs, et je dois dire que j'adore comment elle représente la ville quand on la voit de loin, avec des bâtiments qu'on devine derrière un énorme nuage noir. Le rythme est super bon aussi, on a des moments très vifs, des courses-poursuites qui sont bien exécutées, mais aussi des échanges entre personnages, parfois mignons, parfois sous tension, des complots qu'on effleure seulement pour le moment, même si on a déjà de vraies conséquences. Bref, c'est vraiment trop bien, j'aime trop le concept, j'aime trop les personnages. Évidemment, mon préféré c'est Pike, une sorte de petite bestiole avec une queue toute touffue qui est toujours sur l'épaule de Ben. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre, et pourtant, il y a eu plus. C'est un grand oui, et on va noter aussi les pages en couleur au début des 2 tomes, ça c'est toujours très sympa, et même les bonus en fin de tome me font marrer, je vous laisse voir ce que c'est par vous-même si vous êtes curieux mes petits geekouniou. Et on passe au visionnage avec une série Marvel, donc sur Disney+, Wonder Man, dispo depuis le 27 janvier. Et on a 4 zozos qui sont importants à citer. Andrew Guest, c'est un habitué des séries aux US, il est passé par Community, Suburgatory, Brooklyn Nine-Nine, et il est aussi crédité comme consultant de production sur Hawkeye, donc son premier pied dans l'univers des super. C'est la caution série du cast, et il est créateur de cette série, avec Dustin Daniel Cretton, un petit peu plus connu, qui pour le coup lui est déjà bien en place chez Marvel, puisque c'est lui qui avait réalisé Shang-Chi, et qui est prévu pour le 2e, et il est surtout sur Spider-Man Brand New Day, qui devrait sortir en juillet, mais aussi un autre héros, pas un super héros, mais un très connu qui vient d'un autre continent, puisqu'il est sur le live-action de Naruto. J'ai peur, mais tant que c'est pas devant mes yeux, je ne vais rien dire. Côté acteur, c'est donc Yahya Abdul-Mateen II, qui joue le rôle principal, celui de Simon Williams, et par extension Wonder Man. Lui, je l'ai connu dans Us de Jordan Peele, puis il m'a marqué dans le remake de Candyman, qui est vraiment très bien, je vous le conseille, et il a fait un bon blockbuster avec Matrix Resurrection, que je trouve excellent aussi, même si beaucoup pensent le contraire, mais ça c'est une autre histoire. Et enfin, dans notre quatuor, celui qui vient donner de la crédibilité à tout ça, Ben Kingsley, monstre sacré du cinéma oscarisé pour Gandhi, qui a eu des rôles plus que solides, comme dans La Liste de Schindler ou Shutter Island, et côté MCU, il est Trevor Slattery, ou le mandarin dans Iron Man 3 et dans Shang-Chi. Et tout ce petit monde, ça fait une bonne série. Loin des biscottos et des mandales habituels de Marvel. Là, les super pouvoirs, on ne les assume pas, c'est plus une tare qu'une bénédiction. En gros, Simon est acteur, très égocentré, mais pas méchant pour autant, juste il veut toujours avoir le dernier mot et fait pas mal de réécriture, ce qui lui vaut d'être un petit peu boudé par Hollywood. Sauf qu'on reste chez Marvel, et donc, avoir des super pouvoirs, c'est interdit quand on veut être acteur, par sécurité, pour les personnes travaillant sur les plateaux de tournage. D'ailleurs, il y a un épisode qui est consacré à comprendre comment on en est arrivé là, avec un perso que je pensais absolument pas voir dans le MCU un jour, Dorman, et c'est sûrement un de ceux qui me restera le plus en mémoire. Cet épisode, il est vraiment ultra cool, en noir et blanc, vous allez voir. Bref, Simon, il veut pas qu'on sache qu'il a des pouvoirs, et un jour, après avoir été gentiment congédié du tournage de American Horror Story, il va faire la rencontre d'un autre acteur, Trevor, qui va lui parler d'un casting pour le remake d'un film très important pour Simon, Wonder Man, et il va tout faire pour décrocher le rôle en étant accompagné de son nouveau copain qui lui aussi cache peut-être quelque chose. Finalement, on est beaucoup plus sur le monde du cinéma, théâtre, série que sur des super-héros. On voit des coulisses, des castings, des plateaux, on parle avec des producteurs, des agents, et la petite touche de fantastique vient juste relever tout ça pour améliorer la saveur. C'est très propre, bien filmé, la photo est assez belle, un côté un peu rétro LA, les acteurs sont tous bien et le duo Simon et Trevor fonctionne à merveille. Ils sont forts quand même parce que réussir à jouer que tu joues justement, je trouve ça balèze. Un peu comme l'avait fait WandaVision, la série prend le contre-pied et nous offre un récit différent bien qu'il s'ancre dans l'univers du MCU et c'est exactement ça qu'on voudrait voir en majorité. En vrai, si on avait moins de séries, mais de la qualité comme Daredevil, Punisher et WandaVision, Wonder Man, ce serait parfait et j'ai l'impression que c'est le but en ce moment, donc à suivre l'avenir du MCU en série. Et on va terminer avec du cinoche, Send Help de Sam Raimi avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien, sorti le 11 février. Est-ce que je dois présenter Sam Raimi ? C'est lui qui a remis au goût du jour les super-héros en vrai, avec le Spider-Man version Tobey Maguire, mais c'est surtout un ponte du film d'horreur qu'il arrive à rendre caustique. En fait, pour résumer son cinéma,
on peut dire que c'est entre la série B survitaminée et l'horreur burlesque. Et sur Send Help, c'est encore plus évident, il mélange thriller de survie et satire du monde de l'entreprise, comme si Koh-Lanta rencontrait un open space toxique. J'ai pas parlé de Evil Dead, mais c'est quand même son bébé. On commence le film avec Linda Liddell, qui bosse au service stratégie et planification d'une grosse boîte. Elle est dépeinte de façon relativement misérable, bien que très intelligente et surtout fan de l'émission Survivor. Et ce détail, Survivor, c'est pas juste une vanne, c'est le moteur du film. Parce que là où dans une histoire classique, elle aurait juste été la victime, ici Rémi en fait presque une nerd de la survie, et elle a des réflexes, des techniques, des obsessions, et ça devient son terrain de jeu. On n'a pas envie d'aller au karaoké avec elle, ça c'est sûr, mais si elle pouvait faire nos devoirs à nos places, ça nous arrangerait bien. Linda, qui est donc jouée par Rachel McAdams, et Rémi s'est bien amusé à l'enlaidir, à la rendre insupportable, même quand elle a raison. Et dans cette boîte, un nouveau PDG arrive, Bradley Preston, qui reprend le poste de son défunt papounet. Bah oui, pourquoi prendre quelqu'un de compétent quand on peut prendre son rejeton comme successeur. Rejeton qui est ultra superficiel et n'hésite pas à se moquer de celle qui aurait dû passer vice-présidente, comme son papa le souhaitait, mais qu'il va tout simplement ignorer au profit de son copain de fac totalement ignare. Bref, ils doivent partir en avion pour un voyage d'affaires, mais là, c'est le drame. L'avion se crache en pleine mer et Linda va se retrouver seule avec son patron détestable, joué donc par Dylan O'Brien, sur une île. Bon là, les rôles vont s'inverser, elle maîtrise l'art de la survie, et lui est complètement à la ramasse, et dépendant des compétences de notre très chère survivaliste féminine. Et du coup, la morale est délicieuse. Dans l'entreprise, elle est jugée bizarre, j'ai mis des guillemets, mais sur l'île, c'est littéralement la personne la plus compétente du duo. Là où c'est malin, c'est que lui reste quand même un gros con de psychopathe qui va tenter de se déconstruire pour survivre, et elle, ça va être une sorte d'épiphanie. Elle s'est trouvée sur cette île et elle kiffe être là, bien plus que de jouer avec des nombres et supporter les railleries de ses collègues de bureau. C'est un film qui assume son côté gore. On voit que Rémi prend un malin plaisir à mettre nos deux protagonistes, ou antagonistes, je sais pas vraiment, dans des situations ignobles. Ça joue avec beaucoup d'hémoglobine, pas mal de mauvaise foi, toutes sortes de sécrétions. Burk est le mot qui convient, mais ce côté régressif est vraiment hyper jouissif. Ça fait du bien, un film qui assume ce qu'il est, une récréation bizarre et dégueu, pas subtile pour un sou, mais super drôle, et bien interprété par nos deux acteurs qui, de base, pourraient sembler sans alchimie, et en fait c'est ça qui fonctionne. Sam Raimi nous montre qu'il sait encore être un sale gamin, et c'est bon de voir ça au cinéma, et au passage, la photo est signée Bill Pope, donc Matrix, et la musique, Danny Elfman, deux habitués de Raimi. Donc même techniquement, il y a ce feeling Rémi pur jus. Il y a même un petit clin d'œil à Bruce Campbell, Rémi ne peut pas s'en empêcher. Et c'est le moment de choisir Send Help. Je lui mets une mention spéciale, parce que c'est exactement ce genre de film régressif et récréatif qui fait un bien fou. Tu sais que ça va être cracra, et tu y vas quand même avec le sourire. C'est gore et généreux, ça n'a pas peur d'en faire trop, et Rémi se fait plaisir, donc nous aussi. Et c'est hyper satisfaisant parce que le film assume sa mécanique, ses retournements, et le duo fonctionne mieux que ce qu'on imagine au départ. C'est pas subtil une seconde, mais c'est justement ça le délire. Ça joue à fond la carte du grand 8, sans faux semblant, et surtout, c'est surprenant. Tu viens pour de la série B dégueu, et tu repars avec un vrai petit plaisir de cinéma, méchant, drôle et super efficace. Et mon coup de cœur de la semaine, sans surprise, c'est Ashes. Déjà parce que c'est rafraîchissant, ça te propose un monde que t'as pas l'impression d'avoir déjà visité 1000 fois, et la cendre, c'est pas juste un filtre Instagram grisouillé, machin, c'est une menace permanente. C'est vif, ça avance, ça relance, et quand ça part en action, ça y va vraiment, sans tomber dans le bourrin pour faire du bruit, et surtout c'est rythmé, ça alterne bien les moments qui mettent la pression, et ceux qui respirent un peu, enfin façon de parler, vu l'air là-bas. C'est original, mais ça assume ses références, tu peux capter 2-3 échos à droite à gauche, sauf que ça ne copie pas, ça transforme, et ça fait son propre truc. Visuellement c'est super beau, il y a une vraie patte, une ambiance qui reste en tête, et des pages qui donnent envie de ralentir juste pour les regarder. Et au final c'est prenant, on s'attache, on veut comprendre ce qu'il y a derrière tout ça, et on referme ce bouquin en se disant « Ok, la suite maintenant, elle est où là? Donne-moi la suite !» Et je le dis comme ça, à bon entendeur, si Stéphanie le Chevalier, Steph, veut passer par mes micros, ce serait un énorme plaisir de discuter de la création d'Ashes, de l'univers et de ce qu'elle a prévu pour la suite.
Voilà mes petits geekounous, on se retrouve mercredi pour parler d'un mercenaire disserte qui aime bien le massacre, et dimanche prochain pour un nouveau supplément de chill. En attendant, geekez bien vos geekeries. Bisous. Hasta la vista, baby.